Bienvenue dans ce premier cours de chimie qui s'intitule Les constituants de la matière. Comme vous le savez tous, la matière est tout ce qui possède une masse et occupe un volume dans l'espace. On est entouré de matière, qu'il s'agisse d'arbres, d'animaux ou encore de matière inerte, comme par exemple la roche ou bien tout simplement un morceau de métal. La chimie est une science expérimentale qui est basée sur l'observation des phénomènes, puis leur interprétation. Et de là, on en déduit des lois et des théories. Le but est de déterminer comment et pourquoi les substances réagissent entre elles. Et pour cela, on va s'appuyer sur les structures des constituants de la matière. D'abord, répondons à cette question, qu'est-ce qu'un état de la matière? La matière peut exister sous 3 états physiques différents, l'état solide, l'état liquide, ainsi que l'état gazeux. Chaque état correspond à une certaine organisation des particules de la matière. L'état solide possède un volume et une forme définie, c'est une structure ordonnée. L'état liquide possède un volume défini, mais aucune forme précise. Il prend la forme du contenant. L'état gazeux n'a ni volume, ni forme. Il prend le volume et la forme de son contenant. D'ailleurs, ces deux états sont désordonnés, l'état liquide et l'état gazeux. Le nombre de substances que l'on peut rencontrer est infiniment grand. Ces substances sont associées entre elles et constituent ce qu'on appelle des mélanges. Il en existe 2 types, les mélanges homogènes et les mélanges hétérogènes. Les mélanges homogènes, ce sont des mélanges dont on ne peut distinguer les constituants présents. Ils comportent une seule phase, par exemple de l'eau et du sel, du lait ou bien du sirop. Les mélanges hétérogènes sont des mélanges dont on peut distinguer les différents constituants, c'est-à-dire qu'ils peuvent comporter plusieurs phases. On a par exemple de l'eau et de l'huile, de l'eau et du sable et du sel. Il existe plusieurs méthodes de séparation des constituants du mélange. On va en citer quelques-unes. Pour un mélange hétérogène liquide-liquide, on utilise la décantation. Pour un mélange liquide-solide, on utilise la filtration. Et pour un mélange solide-solide, on utilise soit la séparation par densité en ajoutant un liquide dans la densité comprise entre les densités des deux solides, soit par tamisage. On obtient à la fin de séparation des mélanges des substances qui résistent à toutes les méthodes de fractionnement. Ces substances sont appelées espèces chimiques ou corps purs. On a les corps purs simples qui sont constitués d'un même élément, par exemple l'oxygène, de l'azote et de l'hydrogène, et on a des corps purs composés qui sont formés de 2 ou plusieurs éléments. Donc la matière est constituée de petits grains invisibles à l'œil nu. C'est ce qu'on appelle les atomes. La théorie atomique de Dalton est basée sur le fait que l'atome est insécable, c'est-à-dire indivisible. Et le mot insécable ou indivisible vient du mot grec atomos. Et pourtant, des expériences réalisées vers la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle prouvent le contraire. L'atome est constitué de 3 particules élémentaires, électrons, protons et neutrons. La mise en évidence de l'électron a été faite par les expériences de Crookes, de Dewey Thomson et de Millikan. Celle du proton par l'expérience de Rutherford et le neutron par l'expérience de Chadwick. On appelle nucléons les protons et les neutrons. Ils constituent le noyau de l'atome. Ce tableau
rassemble les différentes caractéristiques des particules subatomiques. Le proton est chargé positivement, le neutron sans charge et l'électron est chargé négativement. Le neutron est un peu plus lourd que le proton. Par contre, l'électron a une masse beaucoup plus faible que les protons et les neutrons. Elle est de l'ordre de 20 000 fois plus petite. À l'issue de toutes les informations précédentes, nous constatons que l'essentiel de la masse de l'atome est concentré dans son noyau. Le noyau est beaucoup plus petit que l'atome et que le reste du volume est occupé par des électrons de masse presque nulle. C'est-à-dire, l'atome est essentiellement constitué de vide. Neutrons, protons et électrons forment donc un atome. Chaque atome ou élément est représenté par un symbole chimique. Une lettre majuscule, par exemple pour l'hydrogène et le carbone, ou bien d'une majuscule suivie d'une minuscule, dans le cas du chlore ou bien du zinc. Un atome X peut être représenté symboliquement par X à Z, où Z représente le nombre de protons contenus dans le noyau. Il est aussi égal au nombre d'électrons dans le cas d'un atome neutre. On appelle Z le numéro atomique ou nombre de charges. A représente le nombre de nucléons, c'est-à-dire la somme du nombre de protons et le nombre de neutrons. Il est appelé le nombre de masse. A est égal à Z plus N. La différence A moins N donne le nombre de neutrons dans le noyau. L'élément est caractérisé par son nombre de protons, Z. C'est Z qui définit l'élément. Alors, voici quelques exemples. L'hydrogène possède un proton, un électron et 0 neutron. L'hélium possède 2 protons, 2 électrons et 2 neutrons. Le carbone possède 6 protons, 6 électrons et 6 neutrons. Donc, pour Z égale à 6, c'est-à-dire cet élément-là sera toujours le carbone. Z égale à 2, ça sera toujours l'hélium. Z égale à 1, ça sera toujours l'hydrogène. Donc Z caractérise l'élément chimique. Pour un atome non chargé, le nombre d'électrons est égal au nombre de protons, c'est-à-dire, on le voit bien dans ces exemples-là, l'hydrogène, un proton, un électron. Pareil pour l'hélium et aussi pour le carbone. Si l'atome perd un ou plusieurs électrons, on obtient un ion positif qu'on appelle cation. Au contraire, si l'atome gagne un ou plusieurs électrons, on obtient un ion négatif appelé anion. A ici correspond au nombre d'électrons perdus ou gagnés. Ça sera tout pour aujourd'hui. À très bientôt.